Ok. Donc, après avoir évoqué la personnalité de Yosef Hatzadik et de montrer au bout du compte pourquoi est-ce qu'il était justifié d'avoir une importance, de responsabilité à l'égard de Yosef de la part de Yaakov, on est en train de rentrer maintenant, j'ai envie d'avoir le vif du sujet, ce qui va, au bout du compte, engranger la discorde, encore une fois, même qu'elle soit justifiée d'un côté ou de l'autre. Mais en tous les cas, on est en train d'engranger la discorde et ce qui va amener évidemment à la vente de Yosef et tout ce qui s'ensuit. Mon objectif, c'est d'arriver, Bezrat Hashem, pas aujourd'hui, mais c'est d'arriver jusqu'à en fait la descente de Yosef en Égypte. Jusqu'à ce moment-là, on s'arrêtera juste au moment où, au bout du compte, Yosef va être vendu et donc va être évoqué. On avait parlé de cette coutonnette passim, si vous vous rappelez, puisqu'on est notre 32, donc j'ai les sources en tête. On a la coutonnette passim, c'est-à-dire cette tunique, encore une fois, de fil, cette tunique particulièrement soyeuse. Et même si on est encore loin de Pessah, c'est bien d'avoir en tête aussi que vous vous rappelez qu'à Pessah, on a le Karpas, n'est-ce pas? Et le Karpas, il met en évidence, au bout du compte, ce sont des fils, du céleri. D'accord? On parle de tout le monde dans la Gada de Pessah. Le seul dont on ne parle pas, c'est Yosef Hatzadik. Et il est invoqué ici. Cette tunique, ce céleri qui est trempé dans l'eau, en l'eau salée ou dans le vinaigre, évoque la personnalité, la tunique de Yosef qui est trempée dans le sang de l'agneau. Le problème de l'unité dans le peuple, évidemment, qui a été profondément dramatique. On sort d'Égypte de cela, mais il n'empêche que certains commentateurs vont dire qu'à cause de la vente de Yosef, on est descendu en Égypte. Même si ce n'est pas la seule raison invoquée et que ce n'est pas forcément celle qui est reçue par d'autres reines. Mais Rabbi Yitzhak Abavanel, notamment, évoque qu'à cause de la vente de Yosef, on est descendu en Égypte. Donc on a cette allusion, c'est dans Karpas, Passim, cette évocation-là. Le fait est, c'est que cette réalité-là était fondamentale, puisque c'est celui qui est Talmid Chacham, il va descendre voir ses frères à la demande de Yaakov, et ce que j'avais évoqué, c'est qu'il ne va pas être roé, il ne va pas être berger, même s'il connaît la tâche d'être berger, mais il va être au bout du compte le berger roé et techav, il va être le berger de ses frères. Donc il y a un rôle pédagogique fondamental. Et quand au bout du compte, il va avoir un comportement qui semble étrange de la part de ses frères, il va tout bonnement le ramener, le rappeler à ses frères. D'accord ? Regardez, s'il vous plaît, Makor numéro 32. Quelle est la différence, justement, entre la vie d'Iba, amener une mauvaise langue, d'Iba Ra'a en plus, ou, comme c'est le cas dans la faute des explorateurs, Veyotziu d'Iba Ta'aretz, Asher Taru Ota El Benei Israël. El Benei Israël. Et Leotzi d'Iba. On va sortir une parole qui semblerait mensongère. Mais quelle est la nuance entre la vie d'Iba et entre les Otsi d'Iba? D'accord? D'accord, numéro 32. C'est ça? Dans les versets de Yosef Hatzadik, de notre paracha, alors il a été clairement, justement, dit, pour reprendre la précision, encore une fois, du verset, juste pour que vous remémorez cela, dans Makor numéro 21. D'accord? Dans Makor numéro 21, vous avez, je lis Laurent à voix haute, mais on peut retrouver, si tu veux, ici, Ken, exactement. Alors, vous voyez que le verset, Ken, Makor numéro 21, vous voyez que le verset Nahar et Bnei Bila, donc il avait au bout du compte une pleine humilité, vous l'avez en mémoire, on l'avait évoqué, c'est l'humilité de Yosef Hatzadik à l'approche des frères, à l'approche des enfants de Bila et de Zilpa, d'accord? Et je poursuis, Veyave Yosef et Dibatam. Vous voyez, Makor numéro 7 dans la Makor 21, Veyave Yosef et Dibatam Ra'a. Il y a deux éléments qui sont fondamentaux ici. Le premier, c'est qu'il n'y a pas écrit Leotzi Diba, il y a écrit la vie Diba. On va comprendre la nuance. Et la deuxième problématique, que vient rajouter Dibatam Ra'a? Que vient rajouter au bout du compte ce qui semblerait indiqué par la Diba, qui serait la mauvaise langue? Il ajoute au bout du compte Ra'a, vers leur père, pas vers son père. Ça aussi, c'est important.
Parce que dans ce cas-là, si on avait pensé une seule seconde que c'était simplement une délation, si je puis dire, alors il aurait pu évoquer vers son père. Le fait de dire aviem, c'est qu'il y a une attente d'un comportement, au bout du compte, des enfants auprès de leur père. D'accord? Achab. Regardez ma cour numéro 33. Je reprends. Veda, nous dit le Ramban. Veda, kimotzi diba ou kesil, ashayomar sheker. Première chose. Quand les explorateurs sont repartis dans le désert pour dire du mal au bout du compte, d'une certaine manière, d'Eretz Israël, leur parole aurait pu apparaître quelque chose de vrai, mais il n'empêche qu'elle est profondément mensongère. La base, elle est mensongère. Puisqu'ils vont dire au bout du compte du mal d'Eretz Israël en y prétextant de dire du bien. La terre est vraiment bonne, mais pas pour nous. Mais Dieu t'a dit de rentrer, pourquoi tu nous casses la tête? Malheureusement, on sait les implications que ça a eu. Motzi diba ou kessil, c'est un idiot. Asher yomar sheker, il va dire une parole mensongère. Aval, amagid, emet, ikere, mevi diba. Exactement. Celui qui va dire une parole justement de vérité va être appelé mevi diba. Pas motzi diba, mais mevi diba. Donc d'abord, premier postulat fondamental, ce que va rapporter Yosef du comportement de ses frères est donc d'abord quelque chose de vrai, de cohérent, d'authentique. Kemoshe Nehemar, Veyave Yosef et Dibatam, Ra'a et Laviem, comme il le ramène à leur père. Cela nous renseigne aussi sur un point supplémentaire. Est-ce que les frères de Yosef sont en colère avec lui parce qu'il a été raconté des propos à leur père? Non. Le reproche qu'ils vont lui faire, a priori, c'est Abba la Chalom Alazé. Ce rêveur qui nous dit des choses terribles. Mais en aucune manière, ils ne lui ont reproché le fait de rapporter des comportements qui leur semblaient singuliers à leur père. Regardez la suite. Parce que quand ils le nomment, ils auraient pu dire Amalchine, par exemple. Quand ils veulent lui donner un nom un petit peu, un sobriquet méprisant, ils auraient pu l'appeler Amalchine. Mais ils ne l'appellent pas Amalchine. C'est la première lecture qu'on a, c'est qu'en fait, ils le haïssent parce qu'il n'arrête pas de raconter des histoires. Ah, ben, il a fait, mais ce n'est pas ce qu'ils disent. Bala Chalom Alazé. Il parle de Yosef en tant que rêveur. Les rêves vont lui poser problème. Quand on arrivera au rêve, on comprendra. Mais en aucune manière, ce qu'ils ont fait là leur pose problème. Ce n'est pas par rapport au père, c'est par rapport au rêve. Ce n'est pas par rapport au père. Ce n'est pas par rapport à une remontrance vis-à-vis, encore une fois, du frère à qui il a été demandé clairement d'être responsable de ses frères. C'est par rapport aux rêves et les implications de ces rêves. D'accord? On en parlera, on verra ça de toute façon. Maintenant, nous dit le Ismach Moshe, de Yosef, Evi et Dibatam Ra, Ledato chez la Viem Daïka. Il a ramené des propos, ce pourquoi il était allé garder ses frères, c'est justement pour ça, pour éduquer ses frères. Il n'a pas dit de la mauvaise langue sur ses frères. Encore une fois, après avoir évoqué en longueur l'humilité, la grandeur de Yosef, la justesse de Yosef. Exactement. Vu la pureté exceptionnelle, l'humilité exceptionnelle de Yosef, donc c'est évident. Mais si tu avais pensé ça, voilà l'avis d'Iba qui vient bien ratifier cela. Il ne vient pas faire du Lachonara. Et même pas pour dire, encore une fois, de la mauvaise langue ou de donner un mauvais nom sur ses frères. Vélo Mechamat Sina. Et en aucune manière, il aurait de la haine à l'égard de ses frères. Certainement pas. Rakadraba. Mechamat Ahava. Pourquoi va-t-il rapporter au bout du compte ses propos à son père? Parce qu'il aime ses frères. Il veut leur permettre de retrouver un comportement cohérent. En tout cas, un comportement qui lui semble inconcevable. Qu'est-ce qu'il y a de si inconcevable dans ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'il va les rapporter à leur père? Pour que le père puisse leur faire des remontrances sur ce comportement qui n'est pas concevable. D'accord? Qui aya savour, chez Tochechat Atzmo,
il pensait que justement, si lui faisait des remontrances à ses frères, ces remontrances ne seraient pas acceptées, ne seraient pas reçues par eux. Il aurait pu leur dire, mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Non. La seule volonté de Yosef, c'est justement de prendre à sa charge que ses frères puissent avoir un comportement digne des fils de Yaakov. Donc, c'est dans le cas inverse, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas accepté ses propos? Parce qu'il est jeune. Il faut quand même se remémorer que tous les enfants sont plus âgés que lui. Lui, il n'a que 17 ans. C'est le plus petit. Benjamin n'est pas encore né. Donc, c'est justement une expression d'amour profonde, sincère, qui a sonné sa mère Betakala Travero. Puisqu'il a été je peux dire, élu, et puisqu'il a été choisi par Yaakov, s'il y avait une sorte de, encore une fois, imaginez-vous l'Avdil, si ça avait été Esav. Mais Esav, on aurait été réjoui de ça, on aurait été fantastique, en extase devant ça. Et tu vois, c'est justifié de me bénir moi et pas les autres. Mais Yosef, c'est pas son caractère du tout. Yosef, son intérêt, c'est que justement, il ne se réjouit pas de ce comportement de ses frères parce que justement, la famille tout entière est honorée par Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il aurait été lim, tachlit sina sanetim. Je hais la haine. Vekemo shepiresh beshevet Misraël, chez Yosef lo sanam rak et maaser. En aucune manière, Yosef Hatzadik a eu, au bout du compte, une expression de haine à l'égard de ses frères, mais à l'égard de ses actes qui étaient, encore une fois, pas concevables. Oui, ben, je reviens à la question de tout à l'heure. Ses frères, ils peuvent leur vouloir d'aller raconter ce qu'ils font, parce qu'ils ont envie de faire des choses qui sont peut-être répréhensibles, etc. Très bien. Mais dans ce cas-là, comme je l'ai dit, ils auraient une expression de mépris à l'égard de Yosef, Okay. par cette appellation de dire, c'est qu'est-ce que tu vas raconter à papa? Il le nomme juste rêveur. Il ne le nomme pas comme ça. Et pas rapporteur. Exactement. En fait, le rêve, c'est parce que Yosef, lui, il est proche de Kadosh Baruch Hu, en fait. Non, ils sont tous proches d'Akadosh Baruch Hu. Pour l'instant, on ne rentre pas dans ça. On arrivera au rêve. D'accord? Elle a été vaccinée. C'est vrai. Il faut qu'elle se remette. Voilà. Il fait des rêves comme quoi lui, il est au milieu, tous ses frères, Oui, Je vais te dire un truc, d'accord? Pour que ce soit bien clair, même si c'est un peu le spoiler, si je peux dire. Les deux ont raison. D'accord? Le problème dans cette problématique-là, c'est que les deux ont raison. Est-ce que la Torah est plus importante que le trésor choyé d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Israël, ou le trésor choyé d'Akadosh Baruch Hu est plus important que la Torah? C'est ça le sujet essentiel de leur discours. D'accord? En fait, aucun n'a raison. Oui, non, les deux ont raison. Mais non, Les deux ont raison. les deux sont aussi importants. D'accord. Il n'y en a pas un qui est plus important. Oui, mais là, mais qu'est-ce que va amener l'un et qu'est-ce que va amener l'autre? C'est ça la problématique. Mais encore une fois, je ne veux pas anticiper. On va le voir. D'accord? Les deux sont fondamentaux. Le problème, c'est qu'est-ce que va amener le premier, qu'est-ce que va amener le deuxième. C'est ça toute la résultante. Et comme on a déjà vu Yehuda et Tamar, qui, je répète, même si on l'a fait un petit peu à l'envers, Yehuda et Tamar arrivent après ça. D'accord? Mais ça, encore une fois, je ne veux pas trop anticiper. Pour l'instant, je suis concentré sur cette mauvaise langue qui a été produite. Regardez ce que nous dit le Rav Zvi Yehuda. En plus, on est déjà Yud-Bet, mais c'était Yud Aleph Be'adar, c'était la Ascara du Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook. C'est l'occasion de rappeler. D'accord, numéro 35. Page 5. Le Rav Zvi Yehuda nous dit, Omrim lanu Chazal, chez Kol haroé bechavero davar sheino agun, aseret psachim. Si tu vois chez ton prochain quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas droit, ça risque les saper les rabbins. Il faut le raconter à son rab. C'est là? Page 5. Ah, bravo. D'accord? Quelqu'un qui, au bout du compte, fait un acte répréhensible, il faut le raconter à son rab. Pourquoi faut-il le raconter à son rab? Évidemment, pour que le rab puisse l'éduquer, puisse le ramener vers le droit chemin. Mitoch argashat chiba, c'est justement une expression d'amour. Argashat chiba ve'ava lechavero. Là, je me permets d'ajouter une petite remarque.
le Rav met bien en évidence ça au nom de Masechet Psachim, il faut le raconter à son Rav. Ça veut dire quoi? Ça comprend comme postulat de départ que la personne en question, elle a un Rav. Et c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce que malheureusement, il y a une tendance aujourd'hui, dès qu'on voit quelqu'un qui fait un comportement qui peut sembler étrange, de lui rentrer dedans. Hein? Voilà, par exemple. D'accord? De lui rentrer dedans, puisque vous savez que le virus, c'est à cause d'eux. D'accord? Je n'ai pas dit qui c'est eux, mais c'est à cause d'eux. D'accord? Alors, non, je n'ai pas dit ça. Donc, il est là devant. Mais ça, c'est évidemment, c'est totalement tordu. D'accord? Totalement abject. Ce n'est pas ça du tout qu'il est en train de dire. C'est que de manière générale, quand on voit un comportement singulier, même plus que ça, si en plus ton Rav a fait une faute, alors tu es persuadé qu'il a déjà fait tes chouvas dessus. Il y a aussi quelque chose qui est important par rapport à cette réalité-là. Maintenant, le fait est, c'est que justement, comme il y a eu un tel amour d'Israël, et qu'on sait que si tu as fait une erreur de jugement ou de parole, alors tu ne le pensais absolument pas, puisque ton réel objectif, c'est de vouloir servir à Kadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Donc, par conséquent, encore une fois, on suit ça. Et donc, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il va faire? La logique, il va raconter à son Rav, au Rav de la famille. Qui est le Rav de la famille? Yaakov. Oui, Qu'est-ce que tu as plus comme Rav que Yaakov Avinu? D'accord? Mitzvah à la Adam, Sheroe Oto Over Avera. Donc, tu vois quelqu'un qui fait une faute, les saper, les rabbos, Kedesh et Takneu. Son Rav va le régulier. Imoseken, les Shem Shamaï. Donc, s'il le fait au bout du compte au nom d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun problème. El Shumgam, et la Chiyuv, c'est une obligation. Et c'est ainsi qu'a agi Yosef. Yosef. Et là, chez Teva et Noshi, le problème, et c'est vrai de manière générale, c'est quand au bout du compte, même si c'est justifié ce que tu as fait, celui qui est en face, qui du coup a reçu une remontrance, on n'aime pas les remontrances. Ça? Et la Teva Enoshi, ou chez Ein Adam Oev les Kabel Bikoret. On n'aime pas recevoir des critiques. Alken, Kshirgish Yosef, Tzorech Limsor la Aviv et Adevarim Ashliliim chez Achav, quand il a senti qu'il était effectivement fondamental, donc il a raison d'accomplir cette mitzvah, de raconter peut-être des propos négatifs à l'égard de ses frères, Garam Adavar les Sina Benem, peut-être c'est ça qui, au bout du compte, va amener une haine entre eux, qui est Eins Asina, Ben Amochiach le Mochach, comme une haine entre celui qui fait une remontrance et celui qui reçoit cette remontrance. Seulement, et c'est ce qu'on pourrait croire comme ça, seulement quelle est la réaction des frères justement, quand ils vont réellement le vendre, qu'il y a même une demande peut-être de le tuer. Regardez, Makor numéro 36. On va le vendre aux Arabes. Mais que notre main ne le touche pas. Pourquoi? Ki achinu besarenu hu, veishimeu echav. La frontière, elle est très claire. Et elle est très mince. On ne le touche pas, c'est notre frère. J'ai demandé une fois à un grand ami Chacham qui s'appelle le Rav Dov Lior. C'est le Rav de Kiryat Arba, Hebron, dans des périodes particulièrement difficiles, en Israël, entre Gush Katif, entre Hatzmona, etc. Et je savais à qui je demandais. Et j'ai dit, si jamais au bout du compte, on se retrouve embarqué dans une violence qui n'est pas forcément évidente, est-ce qu'on rend les coups? On a des juifs en face. Hein. Et le Rav Lior, pour que vous compreniez si vous ne le connaissez pas, il est connu pour être virulent. Quand il fait partie de ces rabbanim, mon maître fait partie de cette liste, des rabbanim qui sont un peu embêtants. D'accord? Je m'en fous. Le fait est, c'est que le Rav Dov Lior. Pour la gratter. Hein? Pour la gratter. Le fait est, c'est que le Rav Dov Lior, il m'a dit clairement, on ne lève pas la main sur un juif. Tu vas en prison et tu ne lèves pas la main sur un juif. Même si lui, il est. Tu ne lèves pas la main sur un juif. C'est ça. Et c'est très important. Et vous remarquerez aussi que la plupart de ces juifs qui se sont comportés avec violence à l'égard d'autres juifs, on dit à chaque fois, vous les extrêmes droites, vous les droites, jamais ils se sont référés à un arabe. Ça montre bien que ce n'est pas par extrémisme religieux qu'un juif va se comporter de la sorte. Et la nuance, elle est fondamentale. D'accord?
Donc, on a clairement ici, dans la même manière, l'évocation des frères qui, en aucune manière, alors que ça aurait pu être une discussion qui est très houleuse, en aucune manière, leur propos est clair et radical, c'est notre frère. Donc, il est clair qu'il y a un amour clair qui est connu ici. Au début, ils avaient dit il voulait, il y en a qui voulaient. Certains le voulaient. Okay. Mais on va voir aussi pourquoi est-ce qu'ils le voulaient. Au bout du compte, il y a eu un bed-din entre eux et ils ont refusé. Et pourquoi ils voulaient, à la base, faire un acte aussi dramatique? On va en reparler de ça. Enfin, là, ils disent on ne va pas le frapper, pas notre main, parce que c'est notre chair et notre frère, On le vend aux Arabes. mais on le vend aux Arabes. D'accord. Ça a quand même un côté… Ah non, mais je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de faute, hein, de toute façon. Il y a une faute. La question, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Non, enfin, je veux dire, c'est mon frère, je ne vais pas lui faire de mal. Tu as raison, mais je veux toujours, c'est ce que j'ai dit souvent, je veux toujours reprendre le contexte dans lequel ça s'inscrit. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un contexte, comme j'ai dit à chaque fois, de halakha, mais il est clair qu'il faut savoir juger à la juste mesure ce qui est dit ici. Et encore une fois, comme a dit Stan, la première lecture apparaît toujours un petit peu justement écorchée parce qu'on ne sait pas lire. Parce qu'on ne voit pas justement la précision des versets. Exactement. Et c'est fondamental. Ce n'est pas une guerre fratricide entre frères. On n'est pas chez les Grecs. C'est beaucoup plus complexe que ça. Achab, regardez ce que nous dit le Isma Proché, accord numéro 37. Echav tzadikim, mishumze levad lo hayu sonim oto. Étant donné que ce sont les fils de Yaakov, ce sont les tzadikim, ils ne le haïssaient pas. Qui aiment danou les kavzechut. Ils l'ont jugé justement avec mérite. Chez Loévidiba, il n'a pas rapporté ses propos à leur père parce que justement, ils avaient de la haine, encore une fois, il avait de la haine à leur égard. Et là, pour que justement, il leur fasse des remontrances et qu'il les amène vers un chemin cohérent et droit. Derech ayashar. Donc on voit bien au bout du compte, vraiment, que ce n'est pas ça qui va justifier la haine de leurs frères. Les dates, Yosef, je poursuis, de Rav Kook, quelle était au bout du compte la raison de leur discorde? Pourquoi est-ce qu'il leur a fait des remontrances? Qu'est-ce qu'il a vu en eux qui était problématique? En fait, il y a un problème de communication. C'est ça le problème. C'est-à-dire, on va nous dire notamment le Rav Kook, accord numéro 38, Midbar Shur. Le nom originel du Rav Kook, c'est Shur. Donc, Midbar Shur, la parole de Shur. Et comme Shur en araméen, ça veut dire voir, donc on comprend que son nom, évidemment, devienne un Reya, la vue. D'accord? Ah oui, en araméen, Shur. Okay, la Shur. En arabe, c'est Chouf. Okay. Et Shur, Chouf. Okay. Les dates, la date Yosef, Aya Dinan Kibne Noar Lechumra. Qu'est-ce qui se passe? Selon Yosef, comment est-ce qu'on, et ce n'est pas un hasard s'il avait ce comportement aussi justement respectable et pas cavalier comme ça a été apparemment de cavalier comme ça a été les frères. Je peux faire le Mishnah, Bétar. pour le papa de. Bétar. Non, juste parce qu'il faut. C'est bien de le dire. C'est l'Eilou Nishmat de ce cours se fait l'Eilou Nishmat de ton père qui est. Okay. Eliaou, Gej, Bilo Gej Ben, Yosef. Ça déchire. Surtout ta guerre. Achab, dans tous les cas, le fait est qu'effectivement, Yosef Hatzadik, quand il voit ses frères, on ne sera pas surpris, on a dit tout à l'heure, qu'il avait un comportement très respectueux à l'égard des fils de Bila et les fils de Zilpa. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une nuance au niveau de la halakha dans le comportement qui est légitime auprès de ceux qu'on appelle les Bnei Noach et ceux qu'on appelle les Bnei Israël. On va y revenir. Nous dit justement donc, Yosef que Bnei Noach les Chumra. C'est-à-dire qu'au bout du compte, faire Bnei Noach, mais particulièrement pointilleux sur la halakha. Vayu asurim be'evar min ashchuta. C'est qu'est-ce qui se passe? Il faut bien comprendre qu'au niveau de la halakha, il y a une nuance. Quand au bout du compte, il y a Evar Minachai, qui est vraiment interdit, pas? Et puis il y a un cadavre. Et puis il y a entre les deux. D'accord? C'est-à-dire, quand j'ai fait la shrita, par exemple, où j'ai tué une bête,
Et la bête n'est pas totalement morte encore. Est-ce que j'ai le droit d'en profiter ou non? Et vous voyez l'ambiguïté. Si c'est Evar Minachai, la bête est pleinement vivante, c'est clair que tu ne peux pas. Bnei Noach compris. Mais si la bête a déjà été sacrifiée, ou a déjà été tranchée, mais elle n'est pas encore totalement morte, donc c'est la question de savoir si on peut en profiter ou non. Yosef va dire non, je vais aller jusqu'au bout, même si effectivement pour un ben noir ça pourrait être permis, ça serait formellement interdit pour Israël évidemment, mais pour un ben noir ça serait permis, et par conséquent, eh bien, il pourrait en profiter. D'accord? Ce qu'on appelle Evar min Ashruta. Chez Nirtar Kodem, qui a donc été coupé, avant j'étais Tsenafsha, avant qu'elle soit morte. Qui bivne noach bemita talia. Pour les bnei noirs, tout dépend au bout du compte si la bête elle est morte ou non. Mais pour les tribus d'Israël et les dates shvatim, dinam aya ke Israëlem gmurim. C'est quoi la différence? Pour le ben noach, à partir du moment où la bête est encore vivante, eh bien, on n'aurait pas le droit d'en profiter pour un ben noach. Pour Israël, s'il y a eu la shrita, on peut en profiter. Je suis désolé, tu n'as fait que parler de ça. C'est quoi un ben noir? C'est-à-dire un non-juif qui accomplit les 7 mitzvot ben noirs. Ah, oui, c'est ça. D'accord? Un non-juif qui fait les quelques mitzvot des non-juifs. D'accord. D'accord. Ça reste un non-juif. Non, mais ça ne change pas la donne. C'est un bon non-juif. Très bien. Mais le ben noir, c'est quelqu'un qui accomplit ses mitzvot par ordre d'Israël. Mais pourquoi cet instant il est discuté enfin? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi on se pose la question alors que c'est des non-juifs? Parce qu'on parle des enfants de Bila et de Zilpa. Et les enfants de Bila et de Zilpa, biologiquement parlant, même s'ils sont considérés comme les enfants de Rachel et de Léa, ils n'ont pas le même statut a priori que les enfants de Rachel et les enfants de Léa direct. N'est-ce pas? C'est les enfants des servants de Rachel et de Léa. Mais justement, si ce sont les enfants de Rachel et de Léa, alors ils sont considérés réellement comme Israël. Si ce sont les enfants de Bila et de Zilpa, alors c'est un autre statut. D'accord? Et donc, a priori, on pourrait les considérer comme des gens bien, moralement bien, et comme des bnei noirs, pas comme Israël. Oui, mais le fait de la shrita totalement... Il y a une nuance au niveau de la halakha. Un ben noir, il n'a pas le droit de profiter d'une bête qui est encore vivante, alors qu'Israël le peut. Mais pourquoi c'est si important que ça? Parce que l'implication du comportement. Si Yosef voit au bout du compte ses enfants se nourrir d'une bête qui en âme a été égorgée mais qui n'est pas totalement morte, est-ce qu'au bout du compte, ils font une faute ou non? Ben, ils font une faute si c'est des bnei noirs, ils ne font pas de faute s'ils sont considérés comme Israël. D'accord? Laurent, je ne t'entends pas. Si tu as une question, tu peux écrire. Mechila. J'ai enlevé les écouteurs, ils étaient finis. Tu lui donnes l'adresse postale? C'est quoi l'adresse? Non, On peut envoyer un courrier. il n'a pas écrit. Cognac G. Je crois qu'il avait une question. Oui. Ah oui. Arrête, la poste israélienne est très efficace. Mais arrête, il n'entend pas les... La poste israélienne est top. Ah voilà. Dans la Torah, on ne voit jamais la différence. Entre le Ben Noach et le Ben Israël? Non, par rapport aux fils de Bila et de Zilpa, tu as tout à fait raison. Ils sont considérés comme les enfants de Rachel et de Léa. Nachon. Mais à ce moment-là, c'est la construction de la famille hébraïque. Donc il y a une question qui se met en place. À la vérité, je vous dis encore une fois, la vraie problématique qui est derrière, c'est est-ce que tu considères que ces gens qui sont les enfants de Bila et de Zilpa, tu les considères comme, si je puis dire, des convertis à part entière et par conséquent, ils ont une valeur d'Israël pleinement, ou tu les considères au bout du compte comme des bons non-juifs. C'est-à-dire quoi? Il faut bien revenir là-dessus. Hein? Pourquoi ils seraient juifs s'ils ne sont pas juifs? Ils sont juifs puisqu'ils sont les enfants de... La remarque de Laurent, elle est très juste, elle est très importante. Ils n'ont jamais été considérés comme étant des étrangers. Ils sont considérés comme les enfants de Rachel et de Léa et qu'au bout du compte, Bila et Zilpa sont des mères porteuses. Alors s'ils sont juifs, pourquoi est-ce qu'on les traite de bnei noirs? Oh, il y a Moi, fait j'ai pas méod. du tout envie qu'on me traite de bnei Il y a noirs. fait méod. Réponse. Metsuyan. Première réponse. Première réponse fondamentale. Est-ce qu'au bout du compte, une personne qui est convertie peut être prophète? Est-ce qu'une personne qui est convertie
peut être prophète? Non. Est-ce qu'une personne qui est convertie peut être premier ministre? Est-ce qu'une personne qui est convertie oui. peut être avaraché d'Israël? Bonne Bah question. non, non, je crois que non. Non, les réponses, c'est Non! Les réponses, c'est Oui, non. mais c'est pas pareil. La réponse est non. Mais oui, voilà. Et ça veut dire pourquoi c'est non? Parce que malgré tout, il faut que se développe dans cette personne, avec toute la grandeur, encore une fois, qu'elle a, il faut qu'elle soit reconnue pleinement comme étant, pas en tant qu'Israël, d'un point de vue de la halakha, d'un point de vue de la halakha, elle est juive, il n'y a pas de question. Mais au niveau de sa neshama, il faut un processus. Ah ouais. Oui, mais ça, c'est la conversion. Mais là, on parle pas Non, de la personne, elle est conversion. convertie. Mais Ben Noir, c'est ça au bout du compte. Mais on parle pas de la conversion. Si, On parle de- mais Vadaï. biologique, non, qui est- Il n'est pas enfant Ça va loin biologique. parce qu'un Cohen qui épouse une convertie, Exactement. il perd son statut Ah, de il a Cohen. perdu Cohen. Ce n'est pas la même réalité. Ce n'est pas un enfant biologique. Les enfants biologiques, à ce moment-là, on n'est pas encore dans la naissance des tribus. Les enfants biologiques, si je puis dire, sont les enfants de Bila et de Zilpa. Mais justement, Donc, ça veut dire que de ce point de vue-là, peut-être qu'ils doivent être considérés effectivement comme Israël sur la halakha, mais ne pas considérés comme Israël d'un point de vue, si je puis dire, de la Zgoula. Non, non, ils l'ont en potentiel. C'est juste une histoire de temps, de D'accord. Toladot. Mais la question qui œuvre à ce moment-là, c'est ça. C'est au bout du compte, est-ce qu'on est juif parce qu'on fait Shabbat ou c'est parce qu'on fait Shabbat qu'on est juif? C'est toute la question qui va les opposer. Non, ils doivent se réapproprier la sortie d'Égypte. Et a fait, mais elle n'est pas encore arrivée à la sortie d'Égypte. Ouais, je comprends bien. Et ça a des implications évidemment jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, là, aujourd'hui, on a tranché, c'est-à-dire qu'on sait que c'est la mère qui donne le. Oui, mais ce n'est pas seulement une question de la mer. C'est pas seulement une question de la À mer. l'époque, c'était pas le cas. D'abord, ça n'a pas toujours été le cas, mais ce n'est pas le problème. Non, c'est pour ça. Non, mais d'abord, ça n'a pas été, mais c'est pas essentiel du problème. Là, on est dans une situation, effectivement, où tu as déjà un peuple qui est né. Ouais. À ce moment-là, le peuple est en train de naître. Oui, j'ai entendu venir. Non, mais Il là, n'est pas encore là. Ouais. Il est clair, pour reprendre la remarque que tu fais maintenant, que la matrinéalité, même si Delphine, elle a dit le contraire, c'est idiote, mais ce n'est pas grave, la matrinéalité, elle commence déjà, on voit bien la nuance entre Yitzhak et Ishmaël. Donc, de toute façon, il est évident que dès l'origine, le rapport à la mère est fondamental. Ima, Uma et Mouna, c'est pas chouette. Seulement là, ça en devenir. Et dans ce rapport, justement, à l'être d'Israël, même si, encore une fois, on pourrait tout à fait les considérer comme appartenant à Israël dans leur comportement, mais tu vois, comme on avait dit, qu'il avait un comportement très respectueux à l'égard justement des Bnei Mila et des Bnei Zilpa. Il n'y a pas écrit qu'il avait un comportement très respectueux à l'égard des Bnei Léa. Ouais, ouais, ok. Donc, Ouais, ça veut c'est dire qu'on met en ça. évidence Oui, oui, c'est un ça. rapport privilégié, un rapport particulier avec les Bnei Rachel et les Bnei Léa. C'est ce qui nous amène à discuter de ça. parce que- Exactement. Ok. Il fallait raccorder avec le. Ok. Oui, oui. D'accord? Mhm. Mais je vous amène déjà loin là-dessus. On va revenir de ça. Laurent, c'est clair? C'est là? Donc, regardez ce qu'il nous dit par la suite. Les datam, les data shvatim, dinan ke Israël k'morim. Et selon, encore une fois, les tribus, ils vont être considérés comme, encore une fois, pleinement Israël. Ve'ayu mutarin ba. Et donc, c'est permis. Donc, on peut tout à fait consommer une bête qui, a priori, n'est pas totalement morte, mais qui a eu déjà la shrita. Vous savez pertinemment qu'on vérifie la bête avant la shrita. Après la shrita, s'il y a une patte cassée, on s'en fout. D'accord? Et que nous dit le Midrash, justement? Que sont suspectés tes enfants d'avoir mangé Evar Minachai. Ça, c'est le Midrash qui dit ça. Donc, première remontrance de Yosef qui relève au bout du compte d'une incompréhension du comportement des enfants qu'il a en face de lui. D'accord? Et qui les fidata, chez Ikarashlama, Irak à l'idée voix Bekolamaasim. Pour être réellement Israël parfait, complet, ça se passe par le biais, encore une fois, de la prophétie. Tu ne fais pas la Torah parce que tu as une sorte de rapport ethnique à la Torah, tu as un rapport prophétique. D'accord? Il y a une question que j'aime souvent soulever. Est-ce qu'on fait la circoncision parce que Moshe Rabbeinu a dit qu'il fallait faire la circoncision, ou on fait la circoncision parce qu'Avraham Avinu a fait la circoncision? Mais les deux, c'est pareil. Oui, mais qui commence quoi? Abraham qui commence, non? L'alliance, elle a été. On fait la Brit Mila parce que Moshe Rabbeinu nous a ordonné de faire la Brit Mila. Mais on est habilité à faire la Brit Mila parce qu'on est les fils d'eux.
voyez la nuance entre les deux? La loi et la loi. La loi, elle est fixée par Moshe Rabbeinu. Mais la loi, Moshe Rabbeinu, il la reçoit sur Nachon. Sinaï. Et lui, il n'a pas fait la mina de ses fils quand il est parti. Parce qu'ils étaient empressés. Oui, mais elle est. Non, Je te répète que ma fille s'est déguisée en Tzipora et qu'elle voulait prendre une pierre pour argumenter son déguisement. Et comme tu comprends qu'elle est. Voilà. Non, Elle fait 8 ans. Je comprends bien. Pour autant, vu qu'il n'avait pas encore reçu la loi et que pour autant, il a fait. Non, j'en ai pas parlé de ça. Yitro lui avait demandé expressément un engagement parce qu'il avait peur de se faire lapider à cause du manque de Avodah Zarah. Donc, moi, j'étais empressé de cela. Il y a aussi un sens à ça. Mais sur le fond de ce que tu dis, de toute façon, il y avait une question d'empressement. Il avait voulu tellement sortir le peuple juif d'Égypte qu'il s'est empressé. Il y a que le bout, tu fais le brit avant. Je te route mitzvah. Mais en tous les cas, le fait est, c'est qu'on est habilité à faire le brit parce qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais on reçoit l'ordre de faire le brit à la Torah de Moshe. Ça veut dire que ça a été formalisé. Exactement, ratifié au niveau de la nation. Tout à fait. Dans tous les cas, vous voyez que c'est Rakalida Nevoa de Cholavasi, par voie prophétique. Kedesh lo yitztarech lim 15, Kedesh lo yitztarech à Adam ve'aklal lismor ala chokhma enoshit bedarkei hachaim amitiyim. Ne te fixe pas, ne te formalise pas au niveau de l'intellect pour justifier tel ou tel commandement. C'est d'abord par voie prophétique. Je fais la Torah parce qu'elle est logique. Non. Tu fais la Torah parce que tu la portes à l'intérieur de toi. Ça, c'est la voie prophétique. Niv, on est doué de parole. Le peuple de la parole. Ça, comme a dit l'intellect, le fameux intellectuel, le peuple du livre. C'est une bêtise monumentale. Nous ne sommes pas le peuple du livre. Ça, c'est le Coran qui dit ça. Nous, on est le peuple de la parole. On est relié à la parole. D'accord? Gvar nishlema bahem. Ma'ala Eliona. On a déjà inscrit en nous, Yaakov Avinu étant le père de la nation, le père justement de ce noyau national, donc on a déjà cette dimension inscrite en nous. Share Ayu Sare Kodesh, Rewim Lenevoa Veroach HaKodesh. Ces gens étaient habilités à être animés par la sainteté, à la prophétie, à la sainteté. Le Ruach HaKodesh, ne pas mal traduire par le Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, l'esprit de sainteté qui est le premier niveau de prophétie. On le porte en nous. Seulement, il faut être clairement les fils de Yehuda, de Léa et de Rachel, a priori, pour être animés par ça. Donc, il y a une vraie problématique. Pardon? Alken aya les filles d'Atam, dinam qu'Israël gmurim. Puisqu'au bout du compte, ils ont été tellement, au bout du compte, rattachés à Léa et à Rachel, donc ils sont Israël complet. Yosef va dire, non, mais ce sont les fils de Bila et de Zilpa. Donc, il faut les respecter en tant que fils de Bila et de Zilpa. Donc, peut-être justement par le biais de la Torah, mais pas par le biais de la prophétie. Non, on les considère comme étant Israël complet. D'où la discorde. Problème de communication. Comment considérer ces enfants de Bila et de Zilpa? Entre parenthèses, après la mort de Rachel et de Léa, Bila et Zilpa sont appelées les femmes de Yaakov. Oui. Passe de statut. Ouais. Ce qui voudrait dire qu'en fait, quelque part, il y a aussi c'est entre les frères qu'il y a des discordes. D'accord. Bien sûr. Et mais au nom de ça. Yosef, lui, il fait l'arbitre où il dit non, il ne faut pas les traiter. Yosef a un respect encore. Yosef a un respect par rapport à la Torah qui, encore une fois, met bien les choses en place. Okay. Mais Yosef, il est tellement animé par cette Torah, justement, qu'il y a des évidences qui sont pour lui des évidences et qui ne le sont pas forcément pour les autres. De la même manière que pour Yosef Hatzadik, qui ne comprennent même pas, c'est aussi un des reproches, on parle de Shvichudaim, de Gulerot et de Avodah Zarah, à tel point qu'on reproche ça. Yosef Hatzadik ne comprennent pas qu'on puisse être astreint à des instincts. C'est-à-dire que ce n'est pas que les garçons, ses frères, ont des problèmes dans la pureté du regard, mais ils mènent un combat naturellement humain. Yosef, il n'a même pas à ce combat. Et grâce à la présence de Yosef, les frères n'ont pas de combat à affronter. Ils surmontent le problème. Mais dès que Yosef il s'en va, je voudrais faire encore une fois ce qui va se passer, Yehuda, Tamar, les fils de Yehuda. Vous voyez ce qui se passe? Yosef s'en va, Zer et Onan, catastrophe. Vous voyez ce qui se passe? Exactement. Il y avait cette grandeur, cette justesse, encore une fois, de Yosef. Arsham.
Aïta Ma'ala Zgvel, Maché Enken, les filles d'At Yosef. Selon la pensée de Yosef Hatzadik, Sheikar Ma'ala Shlema, Ia Torah. Qu'est-ce qui prime sur quoi? Est-ce la Nevoa ou est-ce la Torah? On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'au bout du compte, on doit être fier d'être Israël parce qu'on fait la Torah, ou on doit être fier d'être Israël parce qu'on est Israël? Point. Qui va se traduire par la Torah. Et tu as tout à fait raison que les deux, au bout du compte, sont complémentaires et ne vont pas l'un sans l'autre. Mais ce qui passe en premier, c'est la naissance, l'essence même d'Israël. Ils ne sont pas complémentaires, c'est encore plus fort que ça. Okay. Ils sont indissociables. Indissociables. Mais au moment de la... Nous, on le voit avec le recul, mais ils ne le vivent pas avec le recul. Ils sont en train de le vivre. D'accord? C'est quelque chose qui est fondamental. On s'approche de Purim, il faut quand même le savoir. Il faut toujours l'avoir en tête. On est juif parce qu'on est juif. Ce qui a été à ce moment-là remis en cause, c'est cette appartenance d'Israël en tant qu'Israël. C'est la fameuse phrase qu'il m'est arrivé de citer de Manitou. Je suis français, démocrate, républicain, israélite. Monsieur le rabbin, c'est pas grave, en hébreu, on lit d'avant vers la gauche. C'est exactement ça. Le juif, il est enfoui dans toute sa dimension et il croit qu'au bout du compte, eh bien, moi, de toute façon, je ne suis pas religieux, donc je m'en fous. Tu n'as pas le choix. Tu as cette identité qui t'anime. Ça, c'est Yehuda. Et c'est non, la Torah, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que Yosef peut même envisager d'être israélien pendant un temps, d'être hébreu pendant un temps, en dehors d'Israël, pas par fuite d'Israël. C'est le seul d'ailleurs. D'accord. Et parce que c'est le seul qui arrive réellement à être sadique au milieu de l'impureté égyptienne. Il se déplace avec autour de lui une espèce de gadère de pureté. Exactement, exactement. Il est Israël partout où il va. C'est ça. Il va à l'ONU, il dit Hashem Echad. C'est impressionnant quand même. Mais c'est le seul à pouvoir faire un truc pareil. Mais il a été Premier ministre d'Égypte. D'accord. Mais même plus, quoi. C'est lui qui dirigeait l'Égypte, quoi. Le pharaon, il était au-dessus parce que c'est Dieu. Mais, exactement. On dit que la Torah, c'est la parole. On pourrait dire qu'à l'intérieur de la parole, il y a Israël, mais que c'est qu'une des... Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, il est écrit Anochi, initial, de Ana Katavet Yamen. En donnant la Torah, je me suis donné. Tu veux voir Akadosh Baruch Hu? Vraiment, la Torah et Israël, c'est indissociable, mais moi, je j'aurais dit que c'était inclus dedans. Tu cites le Midrash, sans le faire exprès. Tu vois à quel point tu es impressionnante. Tu cites le Midrash. Akadosh Baruch Hu ve'oraita ve'Israël chadhu. Le Midrash. Akadosh Baruch Hu, oraita ve'Israël sont une seule et même chose. Plus que ça, sont indissociables. Et quand justement on réfléchit sur est-ce que je suis juif par rapport à ce que je fais, ça c'est ce qu'on va entendre chez les chrétiens, non. Tu es Israël parce que tu es Israël, point. Ça c'est la vie de Yehuda. Ouais, ça c'est assez annonciateur de Pessah en fait, ça. C'est énorme. Et à quel point cette paracha est importante. Ah, ouais. Mais vous voyez du coup que la discorde, encore une fois, elle est presque inévitable. Parce que la démarche de Yosef va nous amener en Égypte. C'est ça que ça va impliquer. Oui, bien sûr. Sauf que Yosef ne va pas le voir ça Pourquoi comme elle va nous amener en Égypte? parce que Yosef va descendre en Égypte. Mais pourquoi tout ce raisonnement va nous amener en Égypte? On va y arriver. On va y arriver dans quelques minutes. Kolzman, chez Loba ou les Mida Tova, Azot, tant que. C'est parce que c'est pour Laurent. Tant qu'on n'est pas arrivé, encore une fois, à cette compréhension à l'échelle, encore une fois, éternelle, que la Torah qui va être donnée pour l'éternité au monde entier, tant qu'on n'est pas arrivé à cette pureté-là, Od Lobaou, ligne 18, Od Lobaou, Ad Shlemut Ma'alatam. On n'est pas encore arrivé à la perfection, à ce qu'on doit être. Ve'iev Sharchiye Dinam Israël, Lekula Gamken. Eh bien, ils ne peuvent pas être considérés réellement comme Israël. C'est Israël complet, accompli. Donc, on a un décalage. D'accord? Achab, Makor numéro 39. Le Rav Kook, Shmot HaRaya, Veine, Ashvatim Shetzrichim Ligboa, Derech Kol Shel Kedushat Israël Baolam. Notre rôle essentiel, encore une fois, Yaakov voulait déjà atteindre le monde futur. Comme lui, Yosef Hatzadik. On veut arriver à cet absolu, à cette éternité. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Comme je dis souvent, la problématique de nos grands
de grands héros, de grands protagonistes dans la Torah, c'est qu'ils veulent accélérer le processus. D'accord ? Vu qu'ils sont tellement proches, justement, du roi, ils veulent, au bout du compte, que le monde puisse révéler réellement cela. C'est-à-dire, le monde entier, au bout du compte, reconnaît la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, reconnaît la grandeur de la Torah, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que le monde n'est pas encore prêt pour cela. C'est pour ça qu'à chaque fois, Hachem, il embrouille la. Exactement. Mais Yosef, il est prêt. Mais le monde n'est pas prêt. Donc, Ubeichoud Yehuda et Yosef. Dans la compréhension de Yehuda et de Yosef, il y a encore une fois, il y a deux axes qui se dessinent. Je vous réfère encore une fois à ce qui va se passer en Égypte. Quand Yaakov va demander au bout du compte de préparer le terrain en Égypte, il ne va pas demander à Yosef, il va demander à Yehuda. Oui, mais Yosef est déjà sur place. Oui, mais il aurait pu demander à Yosef, organise-nous pour que la famille elle puisse descendre et être encadrée. Il est le plus habilité, il est le Premier ministre. Ouais. Pourquoi il ne lui demande pas à Yosef? Parce que dans la conception de Yosef, ce n'est pas ça qu'il faut. Dans la conception de Yosef, ce qu'il faut, c'est se mélanger C'est ça. aux nations, tout en restant totalement cohérent et pur en tant qu'Israël, pour pouvoir transformer les nations. Alors que Yehuda, il assure La pérennité de la communauté. Yehuda, il comprend que la seule manière pour nous, en tant que collectivité, de rester Israël, c'est d'être installé dans le Mélah, dans le shtetl, dans le ghetto de Goshen. D'accord? C'est exactement la première. Il assure son rôle, encore une fois, de grandeur. Yaakov, dès le départ, qui est-ce qu'il voyait au bout du compte pleinement comme son épouse? Rachel, pas Léa. Il a vu en Rachel la finalité du projet. Quand il rencontre, je vous rappelle, Rachel, quand il rencontre la première fois Rachel, eh bien, évidemment, il l'embrasse et il pleure. Il voit au bout du compte la fin des temps et les difficultés que cela va encourir. Ça veut dire qu'on attend tous le Mashiach ben David maintenant, d'accord? Et c'est important. Là, je vous amène très loin, mais ce n'est pas grave. Ce que vous avez compris, vous comprenez. On traverse le Mashiach ben Yosef. On veut attendre Mashiach ben David. Metsuyan. Qu'est-ce qu'il y a après Mashiach ben David? Mashiach ben Yosef. Une fois qu'on a retrouvé cette cohésion, encore une fois, maintenant animée par le Kodesh dans la nation, alors il pourra y avoir justement une dimension universelle à l'échelle du monde. Et Yosef, il est là-bas, mais le monde n'est pas encore prêt pour cela. Donc Yosef, si on le met au présent de Yaakov à ce moment-là et des enfants de Yaakov, il est dangereux. Et j'arrive à ce que tu as demandé. Pourquoi est-ce qu'on arrive en Égypte? Parce qu'il faut se constituer en tant que nation. Partir en Égypte n'est pas forcément une punition et un châtiment. Mais comme Yaakov, on l'a évoqué dans le premier cours, il était persuadé qu'il avait déjà vu les difficultés qu'il a traversées entre Dina, entre Lavan, qu'on avait déjà traversé cette souffrance en dehors des Eretz Israël, donc on n'avait pas besoin de partir 400 ans en Égypte. Ça y est, ça suffit. Vaïchev Yaakov, je suis arrivé. L'Égypte, c'est une mère porteuse. L'Égypte est une mère porteuse, tout à fait. L'Égypte, c'est la matrice. On va apprendre de là-bas comment se constituer en tant que nation. Akadosh Baruch Hu dirige le monde et il oriente cela. Ça veut dire que pendant les 210 ans où on va être en Égypte, il est clair que Yosef dirige. Le peuple hébreu est né d'une mère non juive. Non, c'était organisé déjà dès le départ par Akadosh Baruch Hu. Okay. Maintenant, Yosef Amar, qui Gdushat Non, il y Israël. avait chez les Égyptiens des choses similaires à nous en naissance. Il manquait beaucoup. Mais il y avait Ce des qui est choses. important chez l'Égypte, ça c'est un sujet à part entière, mais quand on descend en Égypte, on est là au bout du compte pour prendre les éléments, pour prendre les ustensiles. Le Yaakov devient Israël. Yaakov, il est animé par le Kodesh, par la Torah, par le monde suivant, et il n'a pas la capacité naturelle à se former en tant qu'économie, en tant que pays, en tant qu'armée. Ça, il va l'apprendre chez Essa. Ça, il va l'apprendre en l'occurrence chez l'Égypte. Et donc, on descend là-bas avec ça. Le problème, c'est qu'on va se noyer un peu là-bas. D'accord? Et donc, quand on a sorti ce qu'on devait faire, on serait revenu. Seulement, on s'est coincé là-bas. Achat. Le fait est, c'est que, donc, Yosef Hatzadik, Kedushat Israël, il est l'Amed, les Torim, Bina. Selon Yosef, la compréhension de Yosef, ligne 21, c'est justement d'enseigner à ceux qui se trompent, de leur enseigner justement Bina. C'est quoi Bina? C'est une des sphères, n'est-ce pas, dans le banqueteur. Pour faire court,
Ça vient de la langue Bein. D'accord? Entre. Donc la Bina, c'est capable de distinguer même le bien petit du bien grand. Leitarev Bagoim, donc on va se mélanger aux nations et leur enseigner d'Arké Hachem. Est-ce que Yosef a raison? La réponse à l'échelle de Yosef, oui. Parce que Yosef, il est ivri. Il n'oublie pas une seule seconde d'être ivri. Quand il parle au milieu des Avodah Zarah, il dit « Je ne sais rien, je parle au nom de Elohim. Je parle au nom d'Hachem. » Je ne sais pas comment on dit. Il pas dissous. Pour lui, c'est ça. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les enfants de Yosef Hatzadik? Vous savez que ce qui se passe chez les enfants de Yosef Hatzadik. Et ce n'est pas n'importe qui. Quand Yaakov va devoir bénir Ménaché et Ephraïm, d'abord, il est béni. Pourquoi il a besoin de les bénir? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de bénir les enfants de Yehuda et des autres enfants? Parce qu'ils ont grandi chez papy. Les Ménaché et Ephraïm, ils n'ont pas grandi sur les genoux du grand-père. Parce qu'ils étaient en Égypte. Donc, eux, il faut les bénir. Et le fait est, c'est que Yaakov, je vous rappelle, ne les reconnaît pas parce que justement, ils sont habillés en égyptien. Et ces Ménaché et Ephraïm, dans leur grandeur, sont malgré tout habillés en égyptien. Ils commencent à voir un mélange. Il n'y a rien de pire que le mélange. D'accord? C'est quoi ça, le Révra? Le Révra, bien sûr, tout à fait. Ve'amar, Simni Elohim, le Adon al kol Mitzrayim. Nomme-moi Dieu sur toute l'Égypte. Pérouge. Arshav Elohim ou Adon al Mitzrayim. Puisque Yosef est en Égypte, donc désormais Akash Borou, eh bien, au bout du compte, dirige aussi sur l'Égypte. C'est fantastique. Yehuda Amar, non. Kedushat Israël sera liot nifredet minagoyim. Yehuda va à l'inverse. Tu veux réellement pouvoir percevoir la sainteté d'Israël, elle doit être clairement distincte des goyim. Am levadod ishkon, un peuple isolé. Isolé sur de lui-même, dominateur. Qui peine itarvu bagoyim ve'ilmedu maaseh. Si on se mélange aux goyim, on va prendre de leurs actes. C'est la grande difficulté. Allant en Égypte, qui n'est pas une malédiction, le devient quand on s'oublie. À tel point que nous dira justement Gazmoro, comme les Cananéens vous avez fait et comme les Cananéens vous n'avez pas fait. On a fait ou on n'a pas fait? Ce qu'il y avait de bien chez les Cananéens, tu n'as pas fait, et ce qu'il y a de pas bien, tu as pris. Vechashav Yehuda Betzedek, et donc il pensait évidemment Yehuda dans sa conception, qui Shitat Yosef, la conception de Yosef, elle est très dangereuse pour la généralité d'Israël, pour la collectivité d'Israël. Bijik Klaliyut Israël Vekiyumo. Vechipsu Ashvatim Leze Etsa Er Leipater Me Yosef. Donc la seule solution pour éviter que Yosef nous mette en danger toute la famille, il faut le virer. Il faut le sortir. Vous voyez la problématique? Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dangereux. Comment ça se fait que Yosef, il n'était pas un peu conscient de quelque part d'être tellement en avance sur son temps? Mais parce que, je vais te dire, les grands Talmidei Chachamim, ils ne vivent pas avec le temps. Il est en dehors. Okay. Le Rav Tzvi Kalisher, pour la petite anecdote, le Rav Tzvi Kalisher, il voit le baron de Rothschild et il lui dit, ça serait bien de commencer à acheter des terres en Eretz Israël parce qu'on va s'apprêter à renouveler les sacrifices au Beth Amikdash et que tu auras peut-être l'opportunité d'en faire partie si tu le fais. D'accord? On est quand même un petit peu loin encore. Déjà à l'époque du Rav Kalisher. Le Ramchal, il y a 200-300 ans, il a écrit un ouvrage sur les frontières, sur comment construire le troisième Beth Amikdash. On est au XVIIIe siècle. D'accord? Le Rambam, dans les lois sur Pessah, te dit, quand tu as donc fini le repas, tu manges le Korban Pessah. Mais si jamais il n'y a pas de Korban Pessah, tu continues le repas comme d'habitude. On est au XIe siècle. On est hors norme, hors temps. On dit la parole de vérité pour la vérité. Et si je vous ai cité ces rabbanim-là, vous comprenez que d'autant plus que c'est Hatzadik. Et Yehuda. Il y a quand même des instants de temps. Enfin, par exemple, le Mashiach, si on dit. Non. Mais en même temps, je me contredis. Hein, quand non, non, je parce que, par exemple, la sortie d'Égypte, on l'a fait tous les ans. On la renouvelle. On sort un peu plus d'Égypte tous les ans. Comment? On sort un peu plus d'Égypte tous les ans. On sort.
peut-être tout simplement. Non, on Pas sort un peu plus. On sort un peu plus Parce qu'on se rapproche de Mashiach. aussi. Mais on sort un peu Mais plus. c'est pas tous les ans, Pessar tout le rappelle, mais c'est en permanence qu'on doit sortir. Oui, mais non, en permanence, on s'en rappelle. À Pessah, tu sors. D'accord. Ah oui, c'est très différent. D'accord. Mais c'est important de Oui, vivre ce moment bien sûr, avant bien sûr. de sortir. D'accord. En tous les cas, vous voyez, encore une fois, cette ambivalence des choses. Donc, si on pense que la haine des frères, que la question de la vente de Yosef, elle est due à des propos maladroits, on a dit non. D'accord? Ce n'est pas le propos. Il se cache encore une profondeur derrière. On continue, on va avancer. On va voir qui au bout du compte, motive cela. Peut-être je vais m'arrêter à la fin de cette feuille. C'est-à-dire, on reprendra 6, les Hashem. Mais le natif de Vologine, d'accord, numéro 40. V'Israël Av. Et justement, Israël, vous avez remarqué, ce n'est pas Yaakov aime Yosef. C'est Israël Av. Il a vu dans Yosef celui qui était au bout du compte l'avenir, l'idéal de ce que doit être Am Israël, en pensant que ça y est, l'exil avait déjà eu lieu. L'Oketiv et Yaakov Aev, nous rappelle le natif de Vologine. L'Elamdenu, Shelo Eita Ava Mishum Dvarim Gufaniyim Veshimush Tov. Encore une fois, dans une lecture erronée, on arrivera à la conclusion, oui, en fait, tout ça, toute cette histoire, c'est à cause du père qui a fait du favoritisme à l'égard de son fils. Mais dans ce cas-là, il aurait dû être écrit, Yaakov, il aimait son fils. Non. Israël, donc, comme on l'avait dit, il a vu en lui la suite des engendrements. Accord numéro 40, ligne 25. L'Elamdenu. Ce n'est pas pour des raisons physiques qu'au bout du compte, il va aimer particulièrement Yosef. Et là, mais il a vu en lui, au bout du compte, une réelle responsabilité, une réelle dignité, encore une fois, qui justifie cet amour. Comme on avait vu, si vous vous rappelez, avec le plat de lentilles, que le devoir d'aîné, c'est un devoir de responsabilité. Il a vu en son fils, Yosef Hatzadik, la suite justement pour la famille. Neketiv Mikol Banav, de tous ses fils. Là encore, pas une seule seconde, il remet en cause que les autres sont ses fils. Il faut toujours le remettre dans le contexte. On n'est pas en train de parler d'une famille lambda. On n'en fait pas de la famille la plus importante de l'histoire de toute l'humanité. Donc, en disant Banav, il reconnaît clairement que tous ses enfants sont importants. C'était quoi leur nom de famille? Non, sérieux, c'était quoi? Ils n'ont pas de nom de famille. Nom de famille est une invention très tardive. Ah, ok, d'accord. Donc on disait Yosef Ben. Quel? Yosef Ben Yaakov. Quand il monte à la Torah, Yosef Ben Yaakov. Yosef Messaoud Ben Yaakov, pardon. Ok. Mais l'homme, Mikol Echav. Non, ça va, il s'appelle Yankele. Mais l'homme, Mikol Echav. Vélo Mikol, puisque des Ashkenazim, il faut respecter les sensibilités de nos amis polonais. Vélo Mikol Echav, Kemo Memikre Asamu. D'accord? Mais pas de tous ses frères comme c'était auparavant. Mais l'Amdenu de Michol Makom. Lo mitzadama ala lechuda avo beyoter. Ce n'est pas seulement, encore une fois, par rapport à sa valeur qu'il a aimé plus qu'eux. Et là, mitzad shemala yetera shel Yosef. Mais le fait que cette dimension supérieure qu'on trouve, exceptionnelle qu'on trouve chez Yosef, elle était déjà inscrite dans Yaakov. Aya beteva Yaakov yoter mishare banav. On retrouve encore une fois la même invocation de Torah, la même invocation d'empressement, de solidité, de droiture chez Yaakov, on la retrouve chez Yosef. De la même manière que vous aviez jusqu'à la distinction, si je puis dire, entre Abraham et Yitzhak, eh bien, on les prenait pour des frères jumeaux, eh bien, vous avez un peu la même chose entre Yaakov et Yosef. Ils se ressemblent comme deux bouts d'eau. Asher mi teva abanim le ishtavot le teva aviem. Naturellement, les enfants ressemblent à leur père, ont une envie de ressembler à leur père. Et comme nous disent les Chachamim, Aav zoché le bno. Il a vu dans Yosef, si je puis dire, le prix. Et une mitzvah de pour vous, et une mitzvah de faire beaucoup d'enfants. Et il y en a un qui est le prix. Eh bien, Yosef, il a vu comme le prix, le fruit. Aval Beshare Ma'alot, mais il est clair que
chez les autres, chez Yada Yaakov, chez Anshe Ma'ala, Bebanav Yoter Memenu. Il y a des valeurs qu'on pourrait retrouver chez d'autres frères, d'autres fils que lui. Vainu, des Meber, Akatou, comme il est dit, qu'au bout du compte, on pourrait trouver la grandeur, la royauté chez Yehuda, la Gdusha dans les villes, etc. Non. Seulement, il a vu en Yosef compilé en lui. Il est Ben Zikunim. Il est le fils, on pourrait donner la vieillesse, sauf que le fils de la vieillesse, c'est Benjamin, ce n'est pas Yosef. Chez Oev Ayal Ishtamesh be Yosef. Il se servait de Yosef. C'est celui qui, son bâton, comme on dit, il choisit au bout du compte, il a beaucoup d'enfants, mais il y en a un qui suit réellement, qui va prendre celui de la responsabilité, la suite des événements. Ou Bocher Bemi, Shetivo, Domé Lo Beyoter, celui qui lui ressemble le plus, qui a les mêmes qualités, qui a les mêmes vertus, qui va être digne d'assurer le moment quand je ne serai plus là. Même si, encore une fois, il y a d'autres frères qui sont aussi importants et qui ont des valeurs qui leur sont propres. Nous, on avait démontré on avait développé que Yosef, il a à la fois la royauté de Yehuda, à la fois la Gdusha de Lévi, n'est-ce pas? À la fois la Torah de Issachar. Donc, il a tout. Il englobe tout par lui-même. Mais comme, encore une fois, il aime la bonté, il aime la sérénité, il aime l'harmonie, quand il avance, quand Yaakov construit au bout du compte le monde, ou dans les vertus qui sont clairement évoquées chez Yaakov, eh bien, on retrouve qu'elles sont englobées dans Yosef. Donc, du coup, il était logique que Yaakov lui donne justement cette tunique Koutonet Passim, qui lui donne cette tunique particulière. Parce que cette tunique, certains vont dire le vêtement du Kohen Gadol, il y a des similitudes, mais qu'on retrouve chez Yosef. Maintenant, et c'est là où ce sera le prochain sujet, est-ce que quelque part, cette tunique n'est pas, comme on pourrait aussi l'entendre, la raison de la vente, la raison de cette haine? Tu as donné un vêtement privilégié à Yosef Hatzadik. C'était le vêtement de Aussi, c'est pour ça qu'on va devoir y arriver. Mais il n'empêche que du coup, tu donnes ce vêtement à Yosef. Peut-être tu nous as exclus de la famille, mais si tu n'avais pas du tout l'attention de Yaakov. Parce que ce vêtement, ce n'est pas n'importe quel vêtement, c'est Israël en fait. Au bout du compte, c'est le rapport Adam Arishon. Mais on va y revenir à ça. En tous les cas, le fait est, c'est qu'il a ce vêtement privilégié pour prendre la responsabilité, encore une fois, sur le peuple. Et ça, peut-être, ça va être la raison de cette haine, de cette vente. Il faut qu'on en parle. D'accord? Peut-être je vous termine avec au moins un petit point là-dessus. Passim. Vous avez dans Passim quelque chose qui est intéressant parce que vous avez Potiphar, Socharim, Ishmaélim, Midianim. Vous avez en acrostiche les différents stades, les différentes stations que Yosef va traverser pour arriver en Égypte. D'accord? Vous remarquez? Okay. Sauf que c'est à l'envers. On commence par Potiphar. On devrait commencer par Midianim. Ah oui. D'accord? Pourquoi c'est à l'envers? Ce sera la prochaine fois. On me laisse en suspens. Là. Laurent, c'est clair? C'est la gamme. Yofi, Toda Rabba. Qu'est-ce qu'il a mis de vote? Avec plaisir. Merci, Laurent. Purim Sameach, Laurent, à toute la famille, Bezrat Hashem.